Oui, mesdames, messieurs, chers collègues, je tiens tout d'abord à vous dire tout le plaisir que j'ai de participer à ces débats et surtout à remercier les organisateurs de m'y avoir invité. Mais je suis aussi émue et je pense que c'est un très grand risque que d'avoir la tâche et une grande responsabilité de commencer. Alors, je vous demanderai une certaine tolérance. Alors, comme il l'a été dit, je ne vais pas parler en tant que tel de politique linguistique ou de gouvernance, mais plutôt du cadre conceptuel général sur lequel nous voudrions inscrire la politique linguistique des universités en général et de la recherche aussi. Alors, je vais maintenant vous parler des enjeux du plurilinguisme pour la construction et la transmission des connaissances et dire tout d'abord que ces réflexions sont issues de longues discussions, de plusieurs types d'actions, issues de plusieurs projets de recherche au niveau national et international, et notamment le projet d'Ilan que j'ai eu la chance de diriger, et traité aussi actuellement dans le cadre d'un groupe de travail que nous avons institué au Conseil européen des langues, visant à la fois à des actions de recherche, à des actions de diffusion, de transmission, et aussi de politique linguistique, et plus immédiatement, et c'est certainement pour cela aussi que je suis ici aujourd'hui, c'est de faire le lien entre plusieurs manifestations qui parlent de langue et de sciences et d'académie. C'est un forum qui aura lieu à Berlin les 28 et 29 novembre, dans 3 semaines, et qui porte précisément sur les enjeux du plurilinguisme pour les pratiques scientifiques. Donc l'idée, c'est de mettre en réseau, et je pense que la séance et le colloque de ces 2 journées vont y participer. Alors, le cadre général, c'est que tout ce que je vais dire aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la controverse actuelle sur les apports et les risques de l'usage d'une langue unique, lingua academica, pour le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur. Alors je pense que là, je vais prêcher des convertis, j'imagine, de dire qu'on est tous d'accord, que grâce à l'anglais, il y a eu une extraordinaire avancée de la science, au moins de la communication scientifique, qui aussi est une condition, dit-on, d'une science qui se veut universelle. Mais je vais revenir sur cette notion d'universalité. Mais les risques, à notre sens, sont très nombreux. Bien sûr, l'appauvrissement de la connaissance, la monoculture de la science, la standardisation des modes de penser et d'agir dans la communication, et vous me permettez ce néologisme, une McDonaldisation de la science. Alors, quels sont les objectifs des réflexions que nous avons poursuivis depuis plusieurs années et qui vont aussi être discutés dans le forum de la fin du mois et pendant ces 2 journées, c'est de donner des arguments scientifiques, et je tiens à les mettre en gras, pour le développement de solutions alternatives plurilingues. Pourquoi arguments scientifiques et non idéologiques? Parce que je crois que la question des langues, plus que jamais aujourd'hui, est proche des revendications identitaires, et je crois que nous devons prendre de la distance, être méta par rapport à ces réflexions. Et l'objectif général, c'est une recherche d'équilibre entre les grandes langues véhiculaires et les autres langues, ou entre monolinguisme de la science et plurilinguisme de la science, entre ce qu'on appelle la progressivité et l'intersubjectivité. Progressivité, parfois il faut aller vite, il faut gagner du temps, il faut être économe, et parfois il faut prendre à bras le corps la complexité, et les 2 sont nécessaires pour une communication efficace et qui soit aussi juste. Donc nous avons ici
une forme de paradoxe que nous devons dépasser. Alors, je dirais que je me fais certainement l'écho de plusieurs voix dans le domaine de dire que le plurilinguisme s'impose, mais c'est bien sûr une hypothèse forte, comme un antidote à l'écrasement des cultures scientifiques. C'est un garant de la pluralité des perspectives et il contribue à l'épaisseur, mais on m'a dit qu'en anglais « thickness » était connoté négativement. C'est pourquoi je l'ai mis entre guillemets, la richesse, la profondeur, la densité des savoirs et dès lors de la qualité des savoirs. Ce sont les hypothèses générales sur lesquelles je vais me baser maintenant. Et j'aime bien me référer à cette citation de Jean-Marc Lévy-Leblanc, qui est physicien. Et je pense qu'il est très important de prendre des citations de domaines des sciences dures, parce que je pense que quand ils adhèrent vraiment. Et je tire cette citation de La langue tire la science, et vous me permettez de la voir un petit peu déclinée autrement. Les langues tirent la science, et lui-même dit les langues tirent les sciences, puisqu'il va introduire notre forum dans 3 semaines. La domination quasi monopolistique d'une langue, quelle qu'elle soit, inhibe le jeu des mots et des idées, souvent stimulés par les traductions, passages et échanges d'une langue à l'autre, qui peuvent permettre d'assouplir et d'affiner l'expression de la pensée. Je pense que là, il dit tout. Mais je me réfère aussi à François Julien, parce que lui a beaucoup réfléchi à la notion d'universalité, et nous avons dit tout à l'heure dans la première diapo que l'anglais était condition d'universalité. Et je pense qu'on doit repenser cette notion d'universalité, et j'aime bien la façon dont en parle François Julien. L'uniformité, et pas à confondre avec l'universalité, l'uniformité est synonyme de standardisation, de conformité, de recherche du semblable. Elle ressort d'une logique de la production. C'est une notion économique. Alors que l'universalité intègre la diversité, fait l'éloge de la différence et de l'écart et relève d'une logique de la raison. Et nous sommes dans un monde de science. Dans ce sens, le monolinguisme conduirait à l'uniformité de la connaissance, alors que le plurilinguisme serait une condition de son universalité. Alors, j'aime bien cette image parce qu'elle dit un petit peu ce que je viens de dire autrement. Les mondes de la connaissance sont multiples. On peut surfer entre ces mondes et les interroger dans leur diversité. On doit faire les deux. Le plurilinguisme, quant à lui, manifeste la richesse de ces mondes et décode leur complexité. Mais aujourd'hui, je voudrais plutôt parler du plurilinguisme avec un double objectif, c'est-à-dire de saisir le plurilinguisme à la fois comme révélateur, comme loupe, et comme renforçateur. Alors, comme révélateur de la médiation, mais là aussi je tiens à dire que la notion de médiation est très polysémique et que c'est dans un sens très précis que je vais le proposer ici, c'est que le plurilinguisme, le passage d'une langue à l'autre, porte un effet de loupe sur la dimension, sur l'épaisseur langagière des savoirs, et nous montre ou rend visible ce qui était transparent, comme le disait Christian tout à l'heure. Cette illusion de la transparence, on nous montre le rôle structurant, configurant, pas des langues, mais des pratiques langagières. Et je crois que je vais beaucoup insister là-dessus tout à l'heure. Ce qui compte pour nous, c'est pas tant la langue comme objet abstrait, mais les pratiques comme objet dynamique. Alors, je rappelle ici ce qu'appelle Vygotsky la médiation, parce que c'est une notion pas facile à comprendre et sur laquelle on ne se met pas toujours d'accord. C'est que la notion de médiation montre que les savoirs n'existent qu'à travers des supports élaborés et reconnus socialement,
Et le principal outil de médiation symbolique est le langage. Et c'est par la mise en discours, pas par le langage lui-même, que les savoirs existent. En effet, ces derniers trouvent de la substance à partir du moment où ils sont formulés. Alors, dans cette optique de médiation, le plurilinguisme opère en quelque sorte un choc entre plusieurs façons de penser et d'agir, mais un choc salutaire, un choc renforçateur, d'un côté pour augmenter, pour élargir la conceptualisation, et de l'autre pour optimiser la communication. Alors, comme instrument cognitif pour la conceptualisation, là, je ne fais que de résumer ce que les chercheurs ont dit depuis quelques années, c'est que le plurilinguisme se pose comme source de profondeur, de force, de nuance et de densité conceptuelle. Mais c'est aussi la possibilité d'un processus de défamiliarisation des concepts, de s'en éloigner, de les regarder de haut. Et j'aime bien cette double idée que le plurilinguisme nous amène au cœur, au plus profond des objets, et en même temps les plus éloignés. Il nous permet de révéler d'autres facettes des concepts et aussi de les mettre en réseau de façon originale. Alors, je pourrais imaginer des exemples pour tous ces points, mais malheureusement, nous n'en avons pas le temps maintenant. Mais c'est aussi, d'un point de vue de l'optimisation de la communication, un instrument extrêmement puissant, puisque le plurilinguisme, comme nous l'avons vu notamment dans nos propres projets de recherche, affecte la façon dont les interlocuteurs organisent leur interaction. On ne parle pas la même chose, on ne se comporte pas de la même façon quand on parle à une langue ou à plusieurs langues. Il contribue également à maximiser ou à minimiser la participation, l'exclusion ou l'inclusion. Il influence bien sûr le développement du leadership et on sait combien on est puissant quand on jongle entre les langues. Il permet d'agir sur les modes de négociation, dans la finesse de la négociation, et dès lors de participer à la résolution des problèmes et, bien sûr, d'intervenir dans la prise de décision. Alors, à titre de petit résumé, c'est que, comme nous allons le voir dans une des tables rondes, c'est que le plurilinguisme est en même temps un instrument de créativité et d'innovation dans la mesure où il est un antidote au prêt-à-penser du point de vue conceptuel et du prêt à agir du point de vue de la communication. Mais nous devons mettre des bémols, c'est que cet atout du plurilinguisme, ces avantages ou cette valeur ajoutée du plurilinguisme, bien sûr, ne peut l'être qu'à un certain nombre de conditions. Alors, je les ai énumérés, je ne vais pas trop les détailler, mais cela dépend bien sûr du contexte. Ce n'est pas la même chose si on est dans un contexte d'université, dans un territoire monolingue ou dans un territoire plurilingue. Ce n'est pas la même chose quand on diffuse la science ou quand on la construit, le type d'activité. Oui, la spécificité des disciplines, là aussi, il y aurait quantité de choses à dire. C'est que selon les disciplines, la fonction véhiculaire ou la fonction constitutive du langage s'opère à des degrés différents, où les objectifs, les différentes représentations du plurilinguisme, et j'en passe. Mais le facteur dont je voudrais vous parler aujourd'hui, qui nous semble-t-il est un facteur clé, c'est celui des valeurs attachées aux langues. Et c'est Hamlet, être ou ne pas être des langues de science. Et dans quelle mesure est-ce important d'être ou non une langue de science? Alors, ce sont des questions ouvertes, mais que j'aimerais simplement lister pour le moment, parce qu'elles sont des questions à explorer. Être ou ne pas être des langues de science, c'est la question de l'impact de la portée scientifique d'une langue sur la construction des savoirs.
Y a-t-il un avantage potentiel de maintenir le statut scientifique d'une langue dans le contexte de l'internationalisation? Ou alors, quel est le sort des langues qui n'ont jamais eu le statut de langue scientifique dans le contexte de l'internationalisation? Et une autre question encore, est-ce que la portée scientifique d'une langue est une condition pour s'inscrire dans l'internationalisation de la connaissance? Mais peut-on peut-être poser les questions autrement? En fait, ce n'est pas une question de langue, est-ce que c'est une langue scientifique ou non, qui sera au cœur de la réflexion, mais c'est de parler, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de pratique, d'usage, de mise en œuvre de ces langues, c'est-à-dire ne plus envisager les langues en tant que telles, dans leur statut, leur portée scientifique, mais dans leur usage, qu'elles soient prises dans les pratiques scientifiques. Et c'est comme ça qu'on aimerait les observer. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans un laboratoire qui rassemble des personnes de 10 cultures et peut-être avec des arrière-plans très différents d'un point de vue linguistique. Ce qui compte pour la science, pour le monde académique, c'est les mises en contact de ces langues par les locuteurs dans la communication scientifique. Ce n'est pas les langues en soi, c'est ce qu'on en fait. Et nous ferons l'hypothèse que nous allons vérifier par la suite dans des projets de recherche, que l'épaisseur conceptuelle provient de la dynamique des échanges, des comparaisons, des transferts mis en œuvre, quelle que soit la valeur intrinsèque des langues en présence. Alors là, je l'ai mis en couleur. Il y a quelque part une compatibilité potentielle de toutes les langues avec le processus d'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, quelle qu'elle soit. Mais je tiens à dire qu'il ne s'agit pas de faire de la plus petite langue une grande langue véhiculaire, c'est de trouver une autre formule. Il ne s'agit pas de les mettre en compétition, mais de dire que la dynamique des échanges entre les langues, elle peut se situer à différents niveaux, n'est pas seulement un moyen de sauver et de maintenir les langues minoritaires pour des raisons identitaires et culturelles. Je crois qu'on a affaire à garantir la richesse des nouvelles connaissances elles-mêmes par le maintien des petites langues, pas le maintien, mais l'exploitation des petites langues quand on tourne autour des concepts, et d'autant plus que si les langues sont très éloignées, on va ouvrir des facettes sur les phénomènes auxquels on n'avait jamais pensé. C'est donner à la science, et là j'aurais dû le mettre en gras, un ancrage social et culturel, qu'elle ne soit pas dans une bulle, et construit sur fond de diversité. Ce serait à notre sens, et là je cite Heinz Wiesmann dans son texte d'introduction à l'introduction, ce serait une façon de redonner aux grandes langues véhiculaires la capacité à nourrir l'essor des autres langues et de passer ainsi d'un combat idéologique à un véritable débat scientifique. Et c'est ce que je propose et ce que je souhaite pour ces 2 journées d'études. Merci de votre attention. Merci Anne-Claude pour cet exposé lumineux.